Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui le samedi 25 juillet 2026. Fidèle à notre rendez-vous, nous allons aborder une nouvelle thématique. Et pour commencer, nous allons faire quelques commentaires. Le premier commentaire que nous allons faire est relatif à la situation de Jonas Fred Makita, pour lequel nous suivons le feuilleton depuis quelque temps. Lequel feuilleton a démarré à Pointe-Noire. Après, il a été déféré à Dolisie. À Dolisie, nous avons fait des interventions parce que, à travers les réseaux sociaux, nous avions appris qu'il subissait des traitements dégradants, des traitements inhumains, voire même des tortures. Et nous avons réagi en nous basant sur quelques dispositions de la Constitution, en demandant qu'une commission d'enquête soit mise en place et que les responsables de ces traitements dégradants, inhumains, voire même les tortures, puissent être sanctionnés. Mais aujourd'hui, Jonas Fred Makita a été transféré au tribunal de Ouesso et il semble qu'à Ouesso, le tribunal se déclare incompétent. Alors, il se trouve un peu bloqué, d'abord parce qu'il a introduit une demande de liberté provisoire qui ne lui a pas été accordée, et pour le reste, il semblerait que le tribunal de Ouesso se déclare incompétent. Et nous nous posons la question, pourquoi le garde-t-on? D'autant qu'il a une situation difficile au plan de la santé. Il avait subi à l'extérieur du pays une intervention euh, chirurgicale et il devrait y repartir pour un contrôle. Alors on souhaite au moins que sur cet aspect humain, que les aspects puissent être pris en ligne de compte et qu'il puisse retrouver sa liberté. En tout cas, nous commençons à être perturbés parce que nous ne comprenons pas correctement ce qui se passe dans la situation de Jonas et Fred Makita. Dans ce volet, le deuxième aspect que nous allons aborder, c'est la situation de Maître Bob Kaben Masuka, qui, comme vous le savez, avait été arrêté par la CID le 9 juillet 2025, semble-t-il dans une affaire où il était en train de préparer une opération de déstabilisation des institutions à partir d'une marche qui devait avoir lieu le 10 juillet 2025. Il a été pris, semble-t-il, en flagrant délit. Et pour nous autres qui ne sommes peut-être pas des juristes, on croyait que lorsqu'il y avait un cas de crime flagrant, que le procès aurait lieu. Mais ça fait plus, bientôt ça fait pratiquement plus d'un an qu'il est passé par la CID, qu'il a été déféré à la maison d'arrêt le 22 juillet 2025 et il n'y a aucun procès. Là aussi, nous avons lu à travers les réseaux sociaux que deux des personnes qui étaient avec lui, qui semble-t-il étaient de nationalité centrafricaine, ont été libérés et lui, avec quelques autres compatriotes, demeure en prison. Là aussi, nous appelons à ce que la justice puisse regarder ces dossiers et si rien ne lui est reproché, qu'il soit purement et simplement libéré. Je profite de ces deux cas pour faire aussi une petite allusion à ce que nous avons suivi ces derniers temps dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'un responsable d'une association des consommateurs congolais, M. Ghislain Ondele Kanga, serait, dit-on, à la CID depuis quelque temps. Et visiblement, lui aussi, il devrait être libéré. Mais nous avons appris à travers des témoignages qui ont été faits à travers des émissions sur les réseaux sociaux qu'il semblerait qu'on parlerait en ce qui le concerne d'une petite correction. Parce qu'il semble qu'on ne semble pas apprécier de façon subjective qu'il puisse avoir des propos qui semblent apparaître comme défavorables au pouvoir. Mais je crois que l'article 25 garantit la liberté d'expression. On ne devrait pas être dans ce cas de figure. Maintenant, au-delà de ces cas, nous passons à un autre cas, une autre situation, c'est celle des retraités de la CREF, de la Caisse des retraites des fonctionnaires, pour lesquels nous avons vu à travers les réseaux sociaux qu'ils ont fait
une assemblée générale au niveau de leur bureau, enfin les syndicats des retraités ont fait une assemblée générale au niveau de leur bureau et ils ont projeté, ou ils projettent un sitting le 3 août 2026. Alors, ce que nous tenons à rappeler, c'est que vraiment les retraités congolais sont maltraités. Ils vivent de la maltraitance. On ne peut pas concevoir que c'est le 20 mai dernier qu'ils ont commencé à toucher la pension du mois de février, faisant en sorte que au cours du premier semestre 2026, ils n'ont touché qu'un seul mois de pension. Et avec ce mois qui vient d'être payé, donc pour l'année 2026, ils ne touchent au septième mois que 2 mois de pension. Et nous n'avons cessé de dire que dans le cadre de la loi de finances initiale de l'année 2026, il avait été prévu près de 66 milliards de francs CFA au titre des cotisations sociales de la crève. Mais s'il était avéré que pour payer une pension d'un mois, il fallait en tout 13 milliards, mais cela ne couvrait que 5 mois. Et c'est inacceptable pour des personnes qui ont rendu des bons et loyaux services à l'État, qui ont cotisé, qu'on puisse envisager de ne payer que 5 ou 7 mois pendant une année. Bon, mais on a les yeux tournés vers tout ce qui se passe avec l'introduction de la loi des finances rectificatives pour l'année 2026. Nous osons espérer qu'on va faire jouer la jurisprudence de Roger Rigobert en 2026, c'est-à-dire que dans la loi de finances rectificatives, on va faire introduire une ligne complément de retraite qui permettra de couvrir tous les mois pour l'année 2020. Mais ça ne règle pas les problèmes. Il faut déjà interpeller le ministère chargé de la sécurité sociale pour qu'il prenne des dispositions afin que la direction générale de la caisse des retraites des fonctionnaires puisse élaborer le budget de la CREF, afin que celui-ci soit présenté au Conseil des ministres et qu'il soit intégré dans la loi de finances qui sera 2027, qui sera examinée ultérieurement. Comme ça, dans cette loi, on prévoira le paiement de la pension pour les 12 mois de l'année. C'est une situation extrêmement préoccupante. Assez souvent, les retraités eux-mêmes parlent de génocide. Et moi, assez souvent, je me pose la question de savoir pourquoi les gouvernants ont choisi de faire souffrir les retraités et qui devaient être prioritaires, en fait, dans tout ce qui se passe, surtout au niveau du paiement de la pension. Après avoir fait ces commentaires, nous allons passer à la thématique générale. La thématique générale qui se caractérise ou qui se base un peu sur ce qui a été dit dans le programme d'action du gouvernement, où un certain nombre de choses ont été dites, ou par la suite, après ce qui a été dit, il y a un texte qui a été pris définissant les attributions du ministre à la présidence chargé des affaires politiques, et nous avons compris qu'avec les voix qui s'élèvent ici et là, qu'on est comme dans la dynamique de la préparation des élections euh, législatives, des élections locales, puisqu'assez souvent, il semble qu'au Congo, on se vante de respecter les délais constitutionnels pour l'organisation des élections, quand bien même on peut dire que ces élections ne sont pas toujours organisées de façon libre, crédible et équitable. Bref, donc en termes de thématiques, nous sommes posé la question suivante. Le dialogue, oui, mais quel dialogue? Et c'est pour ça que lorsque nous basons sur le programme d'action du gouvernement, nous essayons de nous appesantir sur la 18e mission, puisque vous savez que ce programme contient 20 missions, sur la 18e mission où on parle du renforcement de l'état de droit. Et nous avons cru lire que le, le respect de l'état de droit, plutôt le renforcement de l'état de droit, se repose sur le respect de la loi par tous et la protection de tous par la loi. Alors, ce qui, à notre avis, est une façon de traduire ce qu'on dit habituellement, à savoir que la loi est dure, mais c'est la loi. Elle doit s'appliquer à tous. Elle doit s'appliquer à tous dans toute sa rigueur. Nul n'est au-dessus de la loi. Mais quand on poursuit la lecture de ce programme, il y a un passage, à notre avis, qui est extrêmement important. C'est qu'on insiste, on insiste sur le fait que logiquement, logiquement, il faut que le gouvernement prenne des dispositions pour l'application
des lois. Et je rappelle que cela est lié à l'article 101 de la Constitution qui dit clairement que le Premier ministre doit assurer l'exécution des lois. Malheureusement, le constat qui est fait, c'est que dans beaucoup de cas, il y a non-respect de la loi et c'est véritablement dommage. Alors, l'autre aspect qui est lié à cette thématique, c'est évidemment l'aspect qui concerne l'approfondissement de la démocratie. Je résume ça en parlant de la vitalité de la démocratie, même si je ne suis pas en harmonie avec le Premier ministre sur un certain nombre de choses qui sont dites, et nous devons repréciser qu'en ce qui concerne cet aspect, ben, l'indice de démocratie du Congo est de 2,79 sur 10, et le Congo est classé parmi les pays à régime autoritaire, c'est-à-dire une dictature. Donc, les gouvernants congolais devraient accorder une attention particulière à ce problème parce que généralement, dans une dictature, on organise les élections selon le principe qu'on ne perd pas des élections qu'on organise. Donc, le fait de dire que les élections au Congo sont, les élections au niveau du Congo sont organisées de façon libre, démocratique et transparente, ce n'est pas juste de le dire et il faut relever, à notre avis, que cela pose réellement des problèmes. Mais au-delà de ça, notre attention a été retenue par le décret que j'ai sous mes mains, c'est-à-dire le décret 2026 du 26 juin 2026, puisqu'il a été dit que euh, la nomination du ministre à la présidence chargée des affaires politiques illustre la volonté des gouvernants d'accorder une attention toute particulière et de favoriser le dialogue avec les partis politiques. On peut se poser la question si jusque-là, ce dialogue n'existait pas. Mais nous avions cru comprendre que ce dialogue devait exister, me semble-t-il, qu'il ne donnait pas toujours les fruits escomptés. Alors, quand nous regardons ces textes, nous sommes, nous sommes préoccupés par un certain nombre d'attributions. La première attribution à laquelle nous nous référons, c'est celle selon laquelle le dit ministre est chargé d'organiser des dialogues permanents avec les partis politiques. Nous aimerions bien comprendre comment cela se ferait, mais si on est en démocratie, je crois que les uns les autres s'expriment. Le débat, les échanges des idées devraient avoir cours et on ne devrait pas avoir des problèmes là-dessus. Maintenant, dialogue permanent, nous essayons d'y réfléchir un peu parce que nous avons la Constitution qui a prévu un conseil national de dialogue et nous pensions que c'était à travers cette institution qu'on devait vivre la permanence du dialogue. Maintenant, au-delà de ça, il y a un autre aspect qui consiste à dire que ce département, sinon ce ministre, est chargé de préparer l'organisation des concertations politiques et de veiller à la mise en place et à la mise en œuvre de leurs conclusions et leurs recommandations. Alors, nous sommes préoccupés par cet aspect parce que beaucoup de concertations politiques ont été réalisées, préparées. Nous allons faire des commentaires plus larges là-dessus. Mais ces concertations n'ont pas donné les fruits escomptés. Et c'est véritablement dommage. Alors, ce que l'on devrait dire, c'est qu'il faut que l'on regarde parce que ces concertations n'ont eu pour principal objectif que l'amélioration de la gouvernance électorale. Et malheureusement, on n'a pas pu avoir la gouvernance électorale, puisque vous avez vu au cours de la dernière élection présidentielle des 12 et 15 mars 2026, beaucoup de voix se sont élevées pour dire que les conditions permissives pour la tenue d'une élection libre, transparente et équitable n'étaient pas remplies. Et il y a beaucoup d'acteurs politiques qui ont choisi de ne pas aller à l'élection. Nous autres, nous avons choisi de ne pas y aller, mais nous avons lancé un appel à nos compatriotes pour qu'ils restent chez eux. Et d'après les témoignages que nous avons reçus, les Congolais sont pour la plupart restés chez eux et il n'y avait pas du tout de problème. Alors l'autre attribution qui a retenu notre attention, c'est celle qui consiste à dire que le ministre chargé des affaires politiques doit assurer la liaison entre le président de la République et les conseils consultatifs nationaux. Et je crois qu'en termes de conseils consultatifs nationaux, le conseil qui est le plus concerné ici, ben c'est le Conseil national du dialogue.
qui malheureusement, et nous allons y revenir longuement un peu plus bas, qui malheureusement n'a jamais été formellement mise en place. Alors que, selon les articles 227 et 228 de la Constitution, le Conseil national du dialogue est un organe de concertation, d'apaisement et de recherche de consensus entre les forces vives de la nation sur tous les grands problèmes d'intérêt national. Et nous croyons savoir que les problèmes d'intérêt, les grands problèmes politiques d'intérêt national sont devenus extrêmement nombreux. Et nous nous posons la question de savoir pourquoi il n'y a pas de réunion du Conseil national du dialogue. Et nous allons poursuivre notre réflexion là-dessus. Alors, c'est pour ça, après avoir abordé ces aspects généraux, au niveau de la deuxième partie, nous allons essayer d'apporter la clarification entre les différents concepts qui semblent apparaître et qui sont importants dans cette démarche. Le premier concept, c'est le dialogue. Le deuxième, c'est le dialogue permanent. Et le troisième, c'est la concertation. Alors, s'agissant du dialogue, je vais essayer de me référer à mes notes techniques. Et nous avons fait apparaître que le dialogue est un échange d'idées ou d'informations entre deux ou plusieurs personnes. Il s'agit d'une composante essentielle de la communication visant à instaurer la compréhension mutuelle, à résoudre des conflits ou à faire avancer une réflexion. Alors, au Congo, il faut que nous sachions qu'assez souvent, il semble apparaître une confusion. On parle parfois de concertation politique, parfois de dialogue politique. Et de façon pratique, nous avons vécu entre le 16 et le 19 février 2026 ce que l'on a appelé le dialogue politique de Djambala, qui s'est tenu avant, pratiquement un mois avant la tenue de l'élection, et pour lequel on avait précisé que les conclusions et les recommandations de ce dialogue ne concerneraient pas l'élection présidentielle, mais concerneraient certainement les élections à venir. Et on s'est demandé pourquoi alors on s'était précipité à tenir ce dialogue où on a pensé que cette concertation ou ce dialogue s'est tenu tardivement. Mais les recommandations ne devaient pas être prises en ligne de compte et ça n'a en rien amélioré la gouvernance électorale pour l'élection présidentielle. Au-delà du dialogue de Djambala, on a parlé en 2015 du dialogue politique à Sibiti, mais le dialogue de Sibiti, il faut le reconnaître, il faut le relever, avait pour principal objectif d'agir pour le changement de constitution. Et je ne vous apprendrai rien en vous rappelant que le changement de constitution, c'est en réalité fait dans l'irrespect total de nos lois et règlements. Il s'est fait en violation constante de l'acte constitutif de l'Union africaine et il s'est fait en violation de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Et on s'est posé beaucoup de questions. Maintenant, ce que nous avons constaté, c'est qu'au sortir de ce dialogue, on a mis en place un comité ad hoc dirigé par un commissaire général qui est chargé de suivre les recommandations et les conclusions du dialogue de Sibiti. Ça fait 15 ans et nous sommes surpris que ce comité ad hoc soit toujours en activité. Mais ce que nous avons relevé, c'est qu'assez souvent, à ce niveau, des réflexions sont faites pour aller soit à un changement de constitution, soit à une révision. Et dans cette démarche, on envisagerait la création d'un poste de vice-président. Alors nous nous posons la question, la Constitution du 25 octobre 2015 est régulièrement violée dans l'impunité totale. Est-ce qu'elle est violée dans l'impunité totale parce qu'il y a absence d'un poste de vice-président ou d'autres choses? En fait, c'est une question qu'il faut regarder de près et je ne crois pas que c'est cette démarche qui ferait évoluer les choses. Il faut agir, il faut sanctionner pour qu'on ramène les acteurs politiques, les partis politiques, les gouvernants au respect de la loi, au respect de la Constitution pour qu'on puisse aller de l'avant. Maintenant, lorsqu'on parle du dialogue permanent, nous supposons que le dialogue permanent suppose l'instauration d'un cadre de concertation continue entre différentes parties prenantes. Et je pense que la démarche du Conseil national du dialogue va dans ce sens. Et elle devrait aller pour qu'on aille de l'avant. Maintenant, la concertation. Nous pouvons dire que selon nous, une concertation est un processus d'échange
entre plusieurs parties prenantes visant à préparer une décision commune ou à résoudre un problème. Dans le cas du Congo, plusieurs concertations politiques se sont tenues. Malheureusement, à notre avis, elles n'ont pas donné les résultats escomptés. Et nous allons essayer d'analyser au niveau de la troisième partie l'expérience congolaise en ce qui concerne les concertations politiques. Alors, en ce qui concerne les concertations politiques, nous pouvons dire au Congo qu'elles ont démarré en 2020. Elles ont démarré ces derniers temps en 2009 par Brazzaville. Donc, nous avons eu une concertation politique à Brazzaville en 2009. Nous avons eu une concertation politique à Evo en 2011. Nous avons eu une concertation politique à Dolisie en 2013. Nous avons eu une concertation, sinon un dialogue politique à Sibiti en 2015. Nous avons eu une concertation politique à Wesso en 2017. Nous avons eu une concertation politique à Madingu en 2020, une concertation politique à Ouando en 2022 et un dialogue politique en 2026 à Djamena. Mais le constat général, c'est que toutes ces concertations n'ont en rien amélioré la gouvernance électorale. Mais elles ont un certain nombre de caractéristiques que nous tenons à relever ici. La première caractéristique que nous tenons à relever, elles se sont souvent tenues, mais sans base juridique. Et c'est véritablement dommage. Mais c'est important de le rappeler. Le deuxième aspect que nous tenons à rappeler, c'est qu'à l'occasion de ces concertations politiques, les gouvernants ont procédé à la reconnaissance des partis qui n'étaient pas conformes à la loi. Et par la même démarche, ils ont exclu du jeu et de l'animation politique de notre pays plusieurs acteurs et plusieurs partis politiques, ce qui est véritablement dommage. Ce qui est véritablement dommage. Alors, le fait d'avoir reconnu des partis qui ne sont pas conformes à la loi illustre clairement le côté partisan, le côté partial et le manque de neutralité de l'administration publique. D'autant qu'on a reconnu des partis qui, selon la loi, notamment la loi 12-20-2017 et du 12 mai 2017, la loi relative aux partis, ces partis devaient être sanctionnés conformément à l'article 31 de cette loi, qui dit clairement qu'en cas de violation des lois et règlements de la République, le ministre chargé de l'administration du territoire procède plutôt suspend par voie d'arrêter le parti concerné et procède à la fermeture provisoire des locaux du dit parti. Et parmi les partis qui sont intéressés, dans ce cas, il y a évidemment le Parti congolais du travail. Ce qui nous permet de noter notre aspect, c'est le refus des gouvernants de sanctionner des partis qui ont violé la loi. Et c'est véritablement dommage. C'est véritablement dommage. Mais en fait, nous avons cru percevoir du côté des gouvernants comme une peur d'appliquer la loi. Parce qu'appliquer la loi signifie quoi? Si on applique la loi pour le PCT, pour plusieurs autres partis de la majorité, puisque pour l'essentiel, ils ne sont pas conformes à la loi, mais on suspend le PCT, ça voudrait dire que l'Assemblée tombe, le Sénat tombe, et on aurait pu se poser des questions sur l'avenir du Congo qui pourrait paraître incertain. Et nous, on a toujours défendu le point de vue selon l'avenir ne serait pas incertain. Dans ce cas, il suffirait de convoquer un dialogue national inclusif qui intéresserait les Congolais tant de l'intérieur que de l'extérieur pour examiner la situation, envisager l'avenir et faire en sorte que les choses partent du bon pied et il n'y aurait pas du tout de problème là-dessus. Alors tout ça s'explique. Quand on évoque tout ça, ça s'explique par un fait, c'est que ces différentes concertations ont été organisées pour la conservation coûte que coûte du pouvoir et pour le maintien coûte que coûte du président Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Et il vous souviendra d'ailleurs, c'est un rappel qu'on peut faire, que lorsqu'il y a eu ce débat en 2014-2015 sur le problème du changement de constitution, ben, nous avions appris à travers le livre de Jean-Louis Debré que les gouvernants avaient envoyé un émissaire à M. Jean-Louis Debré, qui était à l'époque président du Conseil constitutionnel en France, pour examiner avec lui comment on pouvait modifier la Constitution au Congo pour permettre, pour maintenir
le président Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Et lui, sa réponse avait été claire après avoir consulté le texte. Il avait dit cela n'est pas possible si l'on veut respecter la loi et toute autre solution est exclue. Donc les choses étaient claires, mais les concertations, en fait, restent dans cette logique, etc. Mais ce qu'on note à travers ces consultations, ces concertations, ce qui est très important, c'est que les recommandations et les conclusions qui ont toujours été arrêtées n'ont jamais été mises en application, n'ont jamais été mises en œuvre. Et pour cause. C'est pour ça que nous allons essayer de passer en revue un certain nombre de conclusions, sinon de recommandations, qui ont été arrêtées et qui n'ont jamais été mises en œuvre. Parmi celles-ci, nous commençons par la première qui a été prise en 2009, c'est l'accès de toutes les sensibilités politiques aux médias d'État. Recommandation adoptée en 2009, mais n'a jamais été appliquée parce que jusqu'à ce jour, les sensibilités politiques de l'opposition ne passent pas sur les médias d'État. Ces médias sont caporalisés par des partis au pouvoir qui n'est pas conforme à la loi et ses alliés. Et nous, on s'exprime grâce à l'existence des réseaux sociaux. Et c'est par rapport aux réseaux sociaux que nous faisions passer nos messages. Si les réseaux sociaux n'existaient pas, je crois que nous aurions été véritablement silencieux et terriblement handicapés pour ne pas nous faire entendre. La deuxième recommandation, qui est très importante, qui a été prise en 2011 à Evo, il s'agit de l'inscription par le gouvernement des opérations préélectorales et électorales dans un timing précis de façon à éviter la précipitation. Je dis bien arrêtée en 2011 à Evo, mais elle n'a jamais été appliquée. Elle n'a pas été appliquée pour l'élection présidentielle de 2026. Elle n'a pas été appliquée pour les élections antérieures. Et là, les gens les voient, c'est là pour commencer à parler des élections locales et des élections législatives, mais on n'en parle pas. Quelle est la programmation? Quel est le timing des opérations qui sont prévues pour qu'on aille vers une élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée? Il n'y a absolument rien. Comment justifier cela? Nous ne le comprenons pas, d'autant qu'il y a beaucoup de structures qui sont chargées de suivre les questions électorales, et celles-ci, elles sont nombreuses. Il y a le ministère de l'Intérieur, il y a la Direction générale des affaires électorales, il y a la Commission nationale d'organisation des élections, il y a la Commission nationale d'organisation des élections, il y a le Haut Commissariat auprès du Premier ministre chargé de la gouvernance électorale, et il y a le comité ad hoc chargé du suivi des recommandations du dialogue de Cibiti en 2004. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de structures qui sont chargées de ça, mais dans la pratique, on constate que la mise en œuvre de ces recommandations pose également problème. Maintenant, la troisième recommandation que nous pouvons relever, qui a été lancée également en 2011 à Evo, c'est la diligence de la procédure d'adoption et de promulgation d'une loi sur le financement des campagnes électorales. Depuis 2011 à Evo, nous ne comprenons pas qu'on n'ait pas pu être en mesure de prendre un texte de loi qui permette le plafonnement des dépenses de campagne. Alors vous voyez bien, depuis 2011, il s'est passé beaucoup d'élections, tant présidentielles, législatives que locales, même sénatoriales. Et on n'arrive toujours pas à agir au plafonnement, ce qui veut dire que c'est un manque de volonté politique des gouvernants pour le faire. Bon, après ça, ben, nous passons au problème extrêmement important. C'est celui de la maîtrise du corps électoral, celui de l'élaboration des listes électorales fiables. Et là aussi, le problème n'est pas résolu. De temps en temps, il y a des débats pour que nous allions vers la réalisation d'un recensement administratif spécial qui associerait toutes les composantes, etc. On n'y arrive pas. On se demande pourquoi, mais on utilise, quand il y a élection, comme l'élection, la dernière élection présidentielle, mais c'est le ministère de l'Intérieur qui maîtrise ces listes électorales, qui les font ressortir, etc. Alors que pour la dernière élection présidentielle qu'on a eue en 2026, on aurait pu profiter des résultats du recensement général de la population de l'habitat qui ont été publiés en 2023, mais cela ne s'est pas produit. Bon, bien ensuite, il y a le grave problème que nous attendions pour qu'on avance dans ce domaine, mais c'est la biométrie.
la mise en place de la biométrie, l'élaboration des cartes et des lecteurs biométriques avec photo. Là aussi, on a eu le recensement. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Rien, absolument rien de cela ne s'est réalisé. Maintenant, notre problème qui vient, qui est également très important, qui a posé beaucoup de problèmes à la concertation politique de Matignon, tout comme la maîtrise du corps électoral d'ailleurs, celui de la mise en place de la Commission nationale électorale indépendante selon les standards internationaux. Et parmi ces standards internationaux, on peut se baser sur la déclaration de Bamako de novembre 2000 et on peut aussi se baser sur la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Rien n'est fait. Et sur ce problème, nous tenons à rappeler, notamment aux gouvernants et puis aux responsables du Parti congolais du travail, qu'en 1996, sous le président Pascal Lissouba, lorsque le premier ministre David Charles Ganao avait annoncé que son gouvernement allait prendre les dispositions pour préparer des élections, que les forces démocratiques unies, qui étaient pratiquement supervisées par le PCT, le Parti congolais du travail, avaient fait une déclaration très forte dans laquelle il faisait apparaître qu'un démocrate sincère ne pouvait pas avoir peur d'une commission nationale électorale véritablement indépendante. D'où vient que depuis qu'ils sont revenus au pouvoir, on n'arrive pas à mettre en place une véritable commission nationale électorale indépendante. Parce que celle qui est là actuellement, elle n'est pas indépendante. Et les acteurs politiques le savent, les gouvernants le savent, et c'est dommage. Et c'est pour ça qu'il est bon de rappeler que justement dans le cadre de la dynamique qui devait nous conduire à l'élection présidentielle de 1997, les partis de l'opposition, parmi lesquels il y avait le Parti social-démocrate congolais, il y avait le PCT, avaient élaboré un mémorandum pour l'élection présidentielle, un mémorandum dans lequel ils avaient défini les termes de référence de ce que c'est qu'une commission nationale électorale véritablement indépendante. Alors, on n'a toujours pas compris, avec tous ces éléments, comment, une fois revenu au pouvoir, le Parti congolais du travail n'a jamais voulu mettre en place une commission nationale véritablement indépendante. Mais au-delà de ça, on peut évoquer également l'application qui pose problème de la loi sur les partis. Et je vous ai dit tantôt et plus haut qu'on reconnaît des partis qui ne sont pas conformes à la loi. Il semble faire apparaître qu'il existait comme un deal entre les partis au pouvoir et un certain nombre de partis, surtout qui se dit de l'opposition, mais qui est mis en place. Parce que lorsque je prends par exemple l'arrêté 1726 MID CAB du 30 juin 2025, le dernier arrêté qui est pris, par le ministre Raymond Zéphirin Boulou, ben, on ne comprend pas qu'on a reconnu 42 partis. Mais dans l'animation politique du pays, dans la vie du pays, on n'entend plusieurs de ces partis s'exprimer sur la vie politique nationale, que ce soit dans l'intérêt des populations, que ce soit dans l'intérêt des partis, que ce soit même dans l'intérêt des acteurs politiques. C'est le silence complet. Alors vous êtes conforme à la loi, vous êtes soi-disant reconnu, vous ne vous exprimez pas sur l'animation de la vie politique du pays, vous ne faites pas de déclarations, vous n'avez pas de siège parfois dans les départements comme c'est dit, mais vous êtes reconnu. Et nous autres, quand nous allons, ou quand nous partis font des descentes dans les mairies, on leur dit, vous n'êtes pas sur la liste. Et cette liste a été signée le 30 juin 2025, liste qui publiait la liste des partis reconnus pour l'année 2025. Mais nous sommes aujourd'hui pratiquement au 25 juillet 2026. À quand la sortie de la liste des partis reconnus pour l'année 2026? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes vigilants sur toutes ces questions et nous ne cesserons de relever, comme nous l'avons déjà fait, que ce soit les partis qui ne sont pas conformes, que ce soit les autres. Je crois que nous reviendrons là-dessus et on donnera toujours notre point de vue là-dessus. Maintenant, il y a d'autres aspects sur lesquels on devrait avoir une attention particulière. Parmi ces aspects qui ont été évoqués, je peux parler de la révision des taux que l'on considère comme élevés, les taux de cautionnement aux élections. Parce que pour l'élection présidentielle, ces taux, jusqu'à présent, sont placés à 25 millions. Mais les voix s'étaient élevées bien avant la dernière élection
présidentielle pour demander qu'on ramène ces taux à 5 000. Et pour les taux, notamment pour les législatives et les locales, je crois que c'est 500 000 francs, mais on devrait les revoir à la baisse et les ramener à l'ordre de 100 000 francs et autres. Mais il faut essayer de dire un mot sur ce qui s'est passé à la dernière élection présidentielle, notamment avec un phénomène extrêmement terrible, la coupure de l'Internet. Et à travers les déclarations des membres du Parti congolais du travail, on a réalisé qu'on avait coupé l'Internet, mais dans les quartiers généraux du Parti congolais du travail, il y avait l'Internet. On a parlé également de plusieurs irrégularités, parmi lesquelles on a cité le bourrage des urnes, parfois par soi-disant des préfets, des députés et autres. Et ce n'est pas normal que cela puisse se passer. Et après, on parle d'une élection libre, démocratique, transparente et apaisée. Je dis non. Dieu merci, en ce qui nous concerne, nous avions lancé un appel qui a été largement suivi au niveau de la population et la grande partie de la population parce que nous estimons que près de le taux d'abstention s'est situé autour de 90%, ce qui nous a rendu, ce qui nous a fait plaisir, mais qui nous permet également de constater à la date d'aujourd'hui et de nous poser la question si l'élection ou les élections locales et législatives ont lieu en 2027, est-ce que les conditions permissibles seront remplies pour une élection libre, transparente, démocratique, crédible et apaisée? Je pense que non. C'est pour ça que l'aspect du dialogue est important. Mais au moment où nous notons cette importance, mais nous tenons à rappeler que la revue que nous venons de faire fait apparaître clairement que les concertations politiques qui ont été organisées depuis 2009 à Brazzaville jusqu'à 2026 à Djambala n'ont en rien amélioré la gouvernance électorale. Et les problèmes sont là. Et ça pose véritablement le problème de la crédibilité de ces concertations. Mais au-delà de la crédibilité de ces élections, de cette démarche, nous venons à nous poser la question. Pourquoi les concertations ne se sont intéressées, ne se sont appesanties que sur la gouvernance électorale? Que fait-on des autres problèmes, notamment les grands problèmes d'intérêt national? Alors, on me dira quels sont ces problèmes. Je vais essayer d'en citer quelques-uns. Le premier problème que je peux citer, c'est le problème de la conformité à la loi. Le problème du respect de la loi, qui pose même le problème fondamental de la Constitution. Parce que l'article 50 est clair. Tout citoyen congolais doit se conformer à la Constitution. Et quand on ne se conforme pas à la Constitution, ben on remet tout en cause. Et ça nous ramène un peu, puisque nous disons assez souvent que nous approfondissons la démocratie, etc. Ça nous ramène un peu à cette déclaration du président Laurent Gbagbo, à savoir que la démocratie, c'est le respect des textes, à commencer par la plus grande des normes en droit, qu'est la Constitution. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. Et quand on énonce ça, on peut se demander si au Congo, en réalité, les gouvernants, les acteurs, si nous sommes des démocrates, puisque nous sommes dans la violation permanente et constante de la Constitution, dans l'impunité totale. Ce n'est pas du tout normal. Et je rappelle, pour ceux qui auraient oublié, qu'en 1992, l'opposant Denis Sassou Nguesso avait déclaré au cours d'un meeting URD-PCT que cependant est vrai le fait que je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Ça va dans le même sens. Et nous rappelons l'un des aspects évoqués toujours par le président Denis Sassou Nguesso dans son message sur l'état de la nation en 2023, lorsqu'il dit que nos difficultés de l'heure ne doivent pas nous amener à emprunter le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. Et c'est pour ça que c'est un grand problème politique d'intérêt national. D'où vient que nous sommes dans l'anticonstitutionnalité? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on devrait le tolérer? Voilà un des aspects, à notre avis, qu'il faut aborder. Maintenant, le deuxième problème que je peux évoquer de ce point de vue, c'est le problème de la grave crise multidimensionnelle que notre pays traverse depuis plus de 10 ans. C'est-à-dire que les gouvernants ont des difficultés
à apporter les solutions de sortie de crise. Et c'est très important parce que dans cette crise, ben, nous avons les problèmes comme le problème de la dette, qui est extrêmement important. Nous avons les problèmes comme le respect des valeurs morales et éthiques, etc. Et ce sont des problèmes extrêmement importants qui devraient être abordés. Mais, à notre avis, ils restent dans la liste des grands problèmes politiques d'intérêt national. Maintenant, le troisième problème que nous évoquerons, que nous n'avons cessé d'évoquer depuis le début de l'émission, ben, c'est la gouvernance électorale. Il faut rappeler que depuis 2002, toutes les élections organisées au Congo ont été dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. Que les concertations n'ont en rien amélioré la gouvernance électorale et que les concertations, en fait, n'ont été réalisées que pour la conservation coûte que coûte du PCT au pouvoir et pour le maintien au pouvoir du président de la République. Ce n'est pas normal. Ça veut dire tout simplement quoi? Que nous avons refusé l'alternance démocratique. Mais l'alternance démocratique est un élément, un facteur extrêmement important pour la démocratie. Et je crois que quand on prend des exemples à travers le monde, on se rend compte des pays où les dirigeants restent au pouvoir ou sinon à la tête du pays pendant 40 ans, etc. Ils ne sont pas très nombreux et nous savons qu'ils sont fortement installés en Afrique centrale. Donc voilà l'autre point. Maintenant, un autre point qu'il faut évoquer, et on ne peut pas ne pas parler de l'épineux problème de la misère et de la souffrance des Congolais. Parce que le pays va mal, très mal. Le pays est en ruine, le pays est en catastrophe, et il faut que nous prenions en charge un certain nombre de situations. Maintenant, une fois qu'on a évoqué ça, on ne peut pas oublier le problème de la lutte contre la corruption, le problème de la lutte contre la concussion, la fraude, le népotisme, le détournement des deniers publics et autres. On ne peut pas ne pas évoquer le problème de la sécurité et de la paix dans le pays, problème extrêmement important. On ne peut pas ne pas parler du problème des prisonniers politiques, même si les gouvernants estiment, même si les gouvernants estiment qu'il n'y a pas de prisonniers politiques dans notre pays, mais beaucoup d'acteurs politiques, parmi lesquels je m'y compte, considèrent qu'il y a des prisonniers politiques dans le pays. Et parmi ceux-ci, on peut évoquer le cas de Jean-Marie Michel Moukoko, André Okombi Salissa, et je vous ai dit il n'y a pas longtemps, je crois qu'il faut ranger à ses côtés Bob Kaben Masuka et les autres. Et au-delà des prisonniers politiques, il faut parler des retours au pays des exilés. Et à notre avis, c'est un aspect extrêmement important. Maintenant, cette liste n'est pas limitative, elle n'est pas exhaustive, elle peut être allongée, mais on constate qu'il y a véritablement des grands problèmes politiques d'intérêt national dont nous devons prendre la charge et les suivre pour y apporter des solutions. Maintenant, je passe au cinquième aspect. C'est justement là, après tous les développements que l'on vient de faire, que la question que l'on se pose, le dialogue, quel dialogue a tout son sens? Et à notre avis, il faut que cela soit regardé correctement. Pourquoi? Mais parce que nous venons de donner la démonstration que les concertations politiques ont prouvé leurs limites. Elles ont prouvé leurs limites parce qu'elles ne s'occupent que de la gouvernance électorale. Elles ont prouvé leurs limites parce qu'elles n'ont en rien amélioré la gouvernance électorale. Elles ont elles ont prouvé leurs limites, mais parce qu'on se rend compte qu'au-delà des aspects de la gouvernance électorale, il y a des grands problèmes politiques d'intérêt national qui doivent préoccuper les Congolais et pour lesquels on doit pouvoir aller. Maintenant, la question qu'on se pose, si nous sortons du cadre de la gouvernance électorale, comment on peut aborder ces problèmes? Je dirais, la réponse est donnée par la Constitution, qui, à travers les articles 227 et 228, ben, a institué un Conseil national du dialogue, organe de concertation, organe d'apaisement et de recherche de consensus entre les forces vives de la nation sur les grands problèmes politiques d'intérêt national. Je viens de vous donner quelques listes, la liste de quelques problèmes, et on peut en ajouter. Ça veut dire, à notre avis, qu'on devrait y accorder une importance. Mais ce qu'on constate, c'est quoi? En tant que conseil consultatif, depuis
2015, l'adoption de la Constitution, ce conseil n'est pas formellement mis en place. On se demande pourquoi. Pourquoi les gouvernants redoutent ce conseil national du dialogue? C'est vrai qu'il y a des expériences qui auraient pu être faites. En juin 2018, le ministre de l'Intérieur a organisé une rencontre avec les partis politiques et à cette occasion, il a fait une annonce de la tenue imminente d'une réunion du Conseil national du dialogue. Selon lui, ne devaient y prendre part que les partis conformes à la loi. Encore qu'il a donné une certaine interprétation, parce que nous pouvons dire déjà qu'à travers l'article 55 relatif à l'obligation de déclaration du patrimoine, beaucoup de partis qu'il avait fait apparaître dans la liste que le ministère avait publiée n'étaient pas en conformité avec la loi. Il y a toujours cet esprit de volonté d'exclusion. Malgré cette annonce, le Conseil n'a toujours pas eu. Ensuite, nous avons vécu, en août 2018, la nomination du ministre d'État Martin Berry, qui a été nommé secrétaire permanent du Conseil national du dialogue. Et nous avons pensé, on avait même fait un commentaire à l'époque, que c'était mettre la charrue avant les bœufs, parce que le Conseil lui-même n'avait pas été formellement mis en place. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec Martin Berry? Martin Berry a lancé en septembre 2019 ce qu'il a appelé le processus constitutionnel du dialogue sans exclusion, qui devait faire apparaître tout le monde, que ce soit au niveau de la diaspora qu'au niveau des Congolais de l'intérieur. Malheureusement, cette démarche qui comptait 4 phases n'a pu voir réaliser que la première phase qui était liée à la communication. Les autres aspects, je n'aborde pas, puisque ça n'a pas eu. Mais ça nous a amené à nous poser la question, pourquoi les gouvernants redoutent-ils le Conseil national du dialogue? Mais c'est constitutionnel. Et nous tenons à rappeler une déclaration que le défunt Martin Berry, que Dieu son âme, avait faite à ce propos. Il avait dit ceci, parlant justement du dialogue de façon générale, que celui-ci est une exigence constitutionnelle et personne ne peut s'en dérober. Les choses sont claires. C'est prévu par la loi. Et on fait quoi? Et c'est curieux. La démarche du ministre d'État Martin Berry n'avait pas été conduite jusqu'à son terme. Et visiblement, la question, pourquoi depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, le Conseil national non seulement ne se réunit pas, mais le gouvernement essaie de s'enfermer sur des explications en disant le dialogue au Congo est permanent, mais il n'aborde pas les problèmes, les grands problèmes politiques d'intérêt national. Et on devrait accorder une attention particulière à cela. Donc, après avoir fait ce tour d'horizon, nous disons en conclusion de façon claire que la démarche retenue par les gouvernants de se baser sur les concertations politiques qui avaient pour objectif principal, semble-t-il, d'améliorer la gouvernance, mais qui en réalité était mise en place pour la conservation du pouvoir et le maintien au pouvoir, ont prouvé leurs limites. Et comme ils ont prouvé leurs limites, et que nous découvrons que nous avons beaucoup de problèmes, de grands problèmes d'intérêt national, il faut que nous adaptons la démarche à la situation et nous pouvons nous en réjouir parce qu'au plan constitutionnel, il y a des dispositions qui sont prévues à travers les articles 227 et 228. Alors c'est pour ça que nous disons que le pays va mal, très mal. Le pays est en ruine. Les Congolais souffrent. Il est bon que les gouvernants prennent l'option de la tenue d'un dialogue national inclusif à laquelle prendront part les Congolais tant de l'intérieur que de la diaspora et qui pour examiner un certain nombre de problèmes qui doivent nous permettre de sortir de la grave crise multidimensionnelle que le pays connaît depuis plus de 10 ans. Nous pouvons regarder comment on est en train de s'enfoncer dans le gouffre avec le problème de la dette.
même si le Premier ministre vient déclarer, en se basant sur le ratio euh, dette publique sur le produit intérieur brut, que la dette a baissé entre 2020 et 2025, mais en nous basant sur les chiffres en valeur absolue, nous avons fait apparaître clairement que la dette n'a pas baissé. Au contraire, on doit en être préoccupé, comme on en était préoccupé lors de la conférence nationale, parce que la dette publique a été de 6 596 milliards en 2020. Elle est passée à 8 943 milliards en décembre 2025. Et en mars 2026, elle s'élève déjà à 9 227 milliards. Et tout ça conduit les Congolais à se poser beaucoup de questions. Je crois que lors de la dernière émission, vous avez suivi la question fondamentale qu'on s'est posée. Où va l'argent du Congo? Où va l'argent des mines? Où va l'argent du bois? Où va l'argent du pétrole? Et il y a beaucoup de témoignages qui ont été faits là-dessus. Donc, chers téléspectateurs, nous avons souhaité aborder cette question au moment où les voix s'élèvent ici et là pour parler des élections. Mais les partis qui en parlent aussi doivent s'assurer qu'ils sont conformes à la loi. Parce que la loi est claire. Et la loi a été votée pas par Clément Miressa, mais par un Parlement qui est majoritairement composé par des députés, des sénateurs du Parti congolais du travail. Donc, nous voulons bien aller au dialogue national, sans exclusif, c'est selon moi un dialogue national inclusif. Et il faut que les gouvernants prennent la décision de prendre toutes les dispositions pour que les Congolais y aillent, pour que, avec amour du prochain et amour de la nation, que nous œuvrons, non pas pour privilégier l'intérêt général, et non pas pour protéger l'intérêt, pour privilégier l'intérêt individuel et égoïste, mais pour privilégier l'intérêt général du Congo. Le Congo qui est notre maison commune et pour lequel nous devons nous battre pour que nous allions toujours en pleine harmonie, en faisant en sorte que nous nous préoccupons de la situation de tous les Congolais et qu'il n'y ait pas une minorité qui s'enrichit au détriment de la grande majorité. Ce serait véritablement dommage. Donc je pense que ce message est très clair. Nous le faisons passer et nous vous donnons rendez-vous au samedi prochain. Je crois que ça sera, je crois, samedi le 1er, le 1er août. Et je crois que nous aurons un bon thème sur lequel nous pourrons avoir des échanges et sur lesquels nous pourrons avancer. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention et vous dis tout simplement à bientôt. Merci.